notre contrat, c'est de vous faire passer une bonne soirée. Mais c'était incroyable cette peur. Et le simulateur émotionnel, c'est un petit peu mon bébé. Ok, donc bienvenue dans cette 5e vidéo. On a les 3 premières qui expliquent la vie de la société, comment on a organisé tout ça, qui travaille pour moi, enfin, etc., etc. Et puis dans la 4e vidéo, qui paraît ce soir, on a parlé d'immersion, de simulation, et aujourd'hui on va attaquer le sujet, si je ne m'abuse, du simulateur émotionnel. Je vous rappelle un peu les règles du jeu. Moi, je ne connais pas les questions qui vont m'être posées et je me pose comme porte-parole et fondateur de cette société pour vous expliquer comment on est arrivé à cette conclusion. Et le simulateur émotionnel, c'est un petit peu mon bébé parce qu'à l'époque où tout le monde fait l'éloge de la technologie, de ces sociétés tech, de ces startups tech, et pour moi, c'était important d'avoir une technologie de l'émotionnel qui n'est pas basée sur des concepts scientifiques ou une nouvelle technologie, mais bien de parler de ce qu'on est capable de faire rien qu'en réfléchissant et en imaginant. Bienvenue donc à cette 5e vidéo. Vous avez créé un simulateur émotionnel. Pouvez-vous nous en expliquer le principe ? Le principe du simulateur émotionnel, c'est de faire un contrat avec la personne qui vient jouer chez nous. Et ce contrat, c'est de lui faire vivre une émotion qui soit exponentiellement vécue. C'est-à-dire qu'en très peu de temps, dans un lieu unique, on va lui faire vivre la joie, la peur, l'ennui, le dégoût. On va lui faire vivre n'importe quelle émotion, de telle sorte à ce que ce soit ça le but du jeu, vivre une émotion. Selon vous, à quoi servent les émotions ? Les émotions, c'est ce qui fait la vie, c'est ce qui fait qu'on existe, c'est ce qui fait qu'on se sent vivant. C'est ce qui fait aussi que ça en vaut la peine, parce que c'est un peu banal ce que je vais vous dire, mais il n'y a pas de haine sans amour, il n'y a pas d'amour sans haine, il n'y a pas de joie sans tristesse. On a tous un souvenir d'un moment incroyable où, en fait, après la peine est venu le bonheur, après la peur est venue la tranquillité. Et donc les émotions, c'est ce qui fait qu'on existe, c'est ce qui fait qu'on est à la fois tous unis, qu'on est à la fois tous différents, et c'est ce qui fait que le jeu en vaut la chandelle. À l'aide de quels éléments un simulateur émotionnel est-il mis en œuvre chez Enigma ? Alors là, ça va pas être simple en peu de mots. Un simulateur émotionnel, c'est une construction assez complexe de phrases, d'ambiance, de décors, de mots, d'accompagnateurs, d'amis, de figurants, qui vont permettre, par l'amalgame, comme dans un millefeuille, de plusieurs parties de petites choses, à créer une grande chose qui est une émotion. C'est pour ça que c'est à la fois technologique, mais sans technologie. C'est peut-être le résultat de nombreuses années de neurosciences mises au service du divertissement. C'est compliqué de définir comment on y arrive, parce qu'en fait, il n'y a pas de règle générale qui vous explique comment on fait ça. Chaque cas particulier est un cas qui doit être analysé, étudié, de telle façon à ce qu'on puisse, par cet amalgame de petits bouts, c'est-à-dire un petit bout de décor, un petit bout d'accessoire, un petit bout de figurant, un petit bout d'acteur qui vous accompagne, un petit bout d'histoire, un petit bout de secret, on va pouvoir générer cette émotion à un moment inattendu. C'est ce qui décuple l'effet de l'émotion. Je prends un exemple concret. Si je veux vous faire peur, en fait, je vous mets dans une situation assez classique dans laquelle vous vous sentez tranquille, je marche à pas feutrés derrière vous et quand j'arrive derrière vous, je hurle. Alors, ça crée de la peur, mais c'est une peur qui est instantanée, qui dure peu de temps et qui donne relativement peu de satisfaction. Maintenant, imaginez que de la même manière, j'arrive pendant 1 heure à vous faire croire que vous êtes quelqu'un d'autre. Que ce quelqu'un d'autre qui vous paraît bien sous tout rapport lorsque vous lisez le personnage pour la première fois, vous comprenez qu'il a des zones d'ombre, qu'il a parfois, par exemple, abandonné au lieu de choisir la résilience, qu'il
Il aurait dû dire la vérité à un moment donné, mais plutôt que de mentir, il a choisi de ne rien dire. Et puis, au fil de l'histoire, certains de vos comparses viennent vous parler de ce qu'ils ont vécu, de la tristesse qu'ils ont vécue. Puis vous comprenez par leurs mots que s'ils retrouvaient la personne qui est à l'origine de tout leur malheur, il lui casserait la gueule, il l'insulterait. Et vous comprenez gentiment que vous êtes cette personne qu'il recherche depuis longtemps. Et puis on vous met dans une nouvelle situation, dans une situation où vous allez peut-être reproduire cela. Malheureusement, vous vous retrouvez pris en tenaille. C'est-à-dire que d'un côté, si vous choisissez la bonne voie cette fois-ci, si vous parlez, tout le monde autour de vous va comprendre que c'était vous l'objet de leur recherche. Mais en même temps, si vous vous taisez une nouvelle fois, vous comprenez que vous ne vous en remettrez jamais, parce que vous ne voulez pas choisir cette voie-là. Et cette tenaille, elle commence à inciter la peur. Et cette peur qui entre en vous, c'est une peur du personnage. Mais comme on a réussi, parce que ça a duré plus d'1 heure, à vous rendre votre personnage aussi attachant que si vous le connaissiez, alors cette peur, elle devient tout à fait palpable. Et ce sentiment, en pleine immersion, de croire que vous êtes quelqu'un d'autre et que ce quelqu'un d'autre, il vit cette peur-là comme si sa vie en dépendait, génère une émotion si forte et si exponentielle, si caricaturale, que vous l'oublierez jamais. C'est ça le simulateur émotionnel, c'est ça qu'on crée. Donc vous voyez, c'est pas passer derrière vous et vous hurler dans les oreilles. Ça, c'est facile à faire. Ce qu'il y a de très compliqué à faire, c'est de vous faire croire que c'est vrai. Et c'est pour ça que dans notre simulateur émotionnel, ce qui fait la différence, c'est le doute. J'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo, c'est-à-dire qu'il y a un deuxième effet qui se coule. Quand vous rentrez chez vous, vous vous dites « Ah ouais, j'ai eu peur ». Et puis le matin, vous dites « Mais c'était incroyable cette peur ». Et puis 2 jours après, vous dites « Mais c'est fou que j'y ai cru ». À tel point qu'une semaine après, vous serez là en vous disant « Mais cette scène, elle a vraiment eu lieu ou pas ? Et j'ai vraiment été ce personnage ou pas ?» Et c'est ce doute-là qui rend tout ce qu'on fait aussi incroyable et aussi accro. Vous êtes accro à cette sensation-là parce qu'elle est sans danger, mais à la fois, vous y avez tellement cru que vous pourriez en parler comme si vous aviez été cette personne durant 1 heure au moins. Voilà, c'est ça le simulateur émotionnel. Que signifie votre slogan « Mettre des personnes ordinaires dans une situation extraordinaire durant une durée limitée » ? C'est, je crois, la phrase qui résume le mieux ce qu'on fait. Parce que comme c'est très difficile d'expliquer ce qu'on fait, je l'ai déjà dit, il y a un problème de définition, un problème de lieu commun, on est les seuls, à mon sens, à le faire. Je la répète parce que chaque mot est important. On prend une personne ordinaire, c'est-à-dire qu'on n'a besoin d'aucune compétence particulière pour pouvoir rentrer dans ce simulateur émotionnel. On est juste des gens ordinaires. Que vous soyez une star de cinéma, une femme au foyer, un ouvrier, un cow-boy, un médecin, il n'y a besoin d'aucune compétence si ce n'est celle d'être vivant. Vivant dans le sens humain et vivant. Vous devez pouvoir être capable de comprendre les émotions. Mettre une personne ordinaire dans une vie extraordinaire, et extraordinaire dans le sens en dehors de l'ordinaire. C'est-à-dire que on ne va pas vous faire vivre la vie d'un médecin, d'un ouvrier, d'une femme au foyer, quoique. Mais on va vous faire vivre une vie ou un passage de vie extraordinaire d'une personne relativement ordinaire. Pourquoi ordinaire ? Parce qu'il faut que vous puissiez vous y attacher. C'est facile de s'attacher à Tom Cruise dans Mission Impossible, mais il est aussi assez prenant de s'attacher à la vie d'une femme qui gagne relativement peu d'argent et qui gagnerait au loto, par exemple. Ou d'un homme qui a sauvé la vie d'un militaire blessé au combat. Voilà, c'est des situations extraordinaires, mais d'hommes ou femmes, relativement ordinaires. Donc prendre un homme ordinaire, lui faire vivre une vie extraordinaire durant un temps limité. Et ce temps limité, c'est aussi important parce qu'il ne faut pas créer de flou entre votre vie réelle et votre vie dans ce simulateur. Ce simulateur, c'est comme un petit appareil, c'est comme une boîte dans laquelle vous entrez parce que vous acceptez par un contrat moral, un contrat de joueur, de vous laisser aller à vivre une émotion
en vous promettant que cette émotion, à un moment donné, elle va s'arrêter. Donc c'est le pas suivant du cinéma, en fait. Parce que au cinéma, vous rentrez en tant que spectateur dans une salle, ça représente la boîte, vous vivez des émotions. Il y a des gens, ils pleurent au cinéma, ils rient. On a tous voulu vivre encore et encore ces émotions-là. Dans le simulateur émotionnel, la seule différence, c'est qu'elle va être tellement palpable que vous douterez que ce soit un film. Vous avez l'impression que vous le vivez vraiment. C'est le pas suivant du cinéma, si j'ose dire ça. D'ailleurs, on s'inspire beaucoup du langage cinématographique, on s'inspire beaucoup de leur terminologie, parce que finalement, c'est pas si différent. La seule différence, elle a lieu dans le fait que l'acteur principal, c'est vous. Alors qu'au cinéma, vous n'êtes que spectateur. Quelles sont les émotions que vous retrouvez le plus souvent dans vos aventures ? Je ne veux pas dire toutes, mais je m'étais intéressé aux, je sais plus, 10, 11, 19 émotions, enfin ce disque avec toutes les émotions. On essaye de se détacher de la théorie. C'est-à-dire qu'on part plus d'une émotion qu'on essaye de faire vivre. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire ? On essaye dans chaque jeu d'avoir en tout cas des moments où on rit. Donc des moments émotionnellement heureux, de bonheur, de réussite, de succès, de satisfaction. On essaye aussi d'avoir des émotions qui sont relatives à l'inconnu. La peur, le doute, l'incertitude. Et puis on essaye dans certains jeux, pas dans tous, d'aller dans des émotions plutôt sombres. La peur, l'angoisse, la réflexion ou le fait d'estimer que peut-être la vie de demain sera plus pareille. Donc vous savez, cette amertume, l'échec. Voilà. Maintenant, pour être très très clair, c'est des émotions qui sont vécues dans nos jeux, mais elles sont dosées de façon très différente. Donc là, je vous les ai présentées comme si elles étaient toutes avec la même force, mais ce n'est pas du tout le cas. Le but de notre simulateur émotionnel, c'est quand même de ressortir grandi de cette aventure, donc d'avoir appris quelque chose sur soi et sur la vie, mais c'est surtout de passer un bon moment. Donc les émotions positives sont quand même beaucoup plus présentes chez nous que les émotions négatives. Et si il y a des émotions négatives, c'est pour créer cette surprise, cette satisfaction et ce bonheur de revenir ensuite à des choses un peu plus positives. Donc il ne s'agit pas dans le simulateur émotionnel de casser les jambes ou de vous faire déprimer pendant 2 ans après être sorti du jeu. Non, bien au contraire en fait. On aimerait que vous ressortiez grandi de votre aventure, que vous ressortiez avec des émotions hyper positives. Souvent, même à chaque fois, je pense que l'émotion que vous gardez à la fin du simulateur émotionnel ou du jeu que vous faites chez nous, de ce théâtre interactif, c'est le plaisir de l'aventure. C'est le plaisir d'avoir résolu une situation problématique. Ça peut être d'avoir découvert l'assassin, d'avoir découvert l'escroc, d'avoir découvert celui qui trichait dans votre équipe de joueurs, mais c'est peut-être aussi celui d'avoir pris la bonne décision, celui d'avoir sauvé quelqu'un, celui d'avoir eu du succès, quel que soit le succès que vous ayez. Donc c'est un large panel d'émotions qu'on aborde, mais toujours dans le but de ressortir plus grand. Voilà, plus grand. Est-ce que vous avez une anecdote personnelle d'émotions qui vous ont marqué dans votre vie de joueur ? Alors oui, il y a déjà toutes les émotions que j'ai vécues hors du simulateur émotionnel, dans des jeux hors Enigma. C'est-à-dire, j'ai le souvenir par exemple d'un tournoi de poker que j'avais fait dans un casino à Stockholm. J'ai vécu ce qu'a vécu, j'imagine, tous les joueurs de poker, un bad beat, c'est-à-dire vous savez, quand vous avez 99,8% de chances de gagner, et puis qu'en fait, c'est les 0,02% de chances qui sortent, et vous perdez beaucoup d'argent, mais moi, dans ce cadre-là, j'avais perdu que le beaucoup d'argent que je venais de gagner, donc je n'avais pas perdu grand-chose dans la réalité, mais cette émotion, vous savez, de profonde injustice, que sur 99,8 chances de gagner, vous les avez perdues, c'est horrible, vous levez de la table, en plus vous devez rester un peu poker face là, vous saluez tout le monde, vous donnez un petit peu d'argent au croupier en lui disant que vous avez passé une bonne soirée, mais en dedans vous bouillez, vous êtes là, mais c'est pas possible, comment j'ai pu perdre à ce moment-là? Vous cherchez s'il n'y avait pas eu un moyen de comprendre que ça aurait pu vous arriver. C'est horrible, j'ai vécu une injustice
aussi du même ordre dans un tournoi de diplomatie où j'estime que le gars n'a pas joué de manière fair-play. C'est horrible cette sensation d'avoir l'impression de s'être fait avoir. Maintenant, ça reste qu'un jeu et c'est très limité dans le temps. Et pourquoi ces émotions-là, elles ne vous interdisent pas de jouer pour le restant de vos jours? Parce qu'en fait, vous savez bien que c'est unique, que vous allez vous refaire. Et c'est parce que 4 ou 5 fois, vous gagnerez dans une autre situation, à un autre moment. Donc ça, c'est des émotions très fortes. Il y a les émotions aussi hyper positives, celui de gagner un jeu, celui même des fois de ne pas y gagner, mais d'avoir fait la meilleure partie que vous pouviez faire contre des gens peut-être qui ce soir-là étaient plus forts que vous. Celui d'avoir eu le bonheur de présenter une situation exceptionnelle lors d'un jeu à quelqu'un qui ne connaissait pas les jeux et qui vous montre qu'il devient gentiment accro ou qui partage votre avis que c'est quand même passé un bon moment autour d'une table. Il y a les émotions de découvrir de nouvelles personnes, de partager quelque chose. Et puis après, au sein même du simulateur émotionnel, j'ai vu des gens créer des émotions très très fortes. J'ai l'image par exemple dans la conicine de Carla, qui est un enfant de 5 ans, qui vient témoigner à la barre. Alors rien qu'en disant ça, vous avez déjà bien compris que rien n'est vrai, parce que normalement un enfant de 5 ans, il ne témoigne pas dans un tribunal, mais ce soir-là, on avait décidé de le mettre, on avait décidé de le faire parler d'une certaine manière, et on a senti, vous savez, ce froid qui s'empare de vous, quand vous avez l'impression que cette petite fille de 5 ans, elle est en train de vous raconter quelque chose de vrai, et vous dites que c'est incroyable, toutes les émotions qu'elle fait passer à sa fausse maman, à son faux papa, à sa fausse cousine. Et vous voyez sa fausse cousine, sa fausse maman, qui ont pratiquement les larmes aux yeux, comme au cinéma. Et ça, c'est des émotions qui sont incroyables. Celle de quelqu'un qui avait, lors d'une séance d'Hannibal, redécouvert une partie de sa vie et qu'il l'avait traduite en termes de jeu, où on avait senti, vous savez, une sorte de frisson comme hors du temps qui traverse la salle, où c'est presque de l'ordre de l'inhumain, c'est presque de l'ordre du religieux ou du transcendantal. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Alors bien sûr, c'est chaque fois, je vous raconte là un petit moment sur 2-3 heures de jeu. Alors bien sûr, c'est suivi d'un autre moment, d'un moment un peu plus chaud, un peu où on se dit « Waouh, c'était incroyable ce que tu as fait ». Encore il y a 5 minutes, on a fait un jeu hier et quelqu'un me racontait comment il l'avait vécu. Et vous êtes là, vous dites « Mais c'est incroyable ce qu'il a vécu, c'était trop bien avec juste 3 règles, un nœud papillon et une couleur. » On arrive à faire croire à cette personne-là qu'il a été dans la vie de Kafka, dans un monde kafkaïen pendant 2 heures. C'est un truc de fou. C'est ça le simulateur émotionnel, c'est ça les émotions que j'ai vécues à travers les jeux que je propose, mais aussi à travers les jeux que je fais. Est-ce qu'il y a une émotion plus complexe à déclencher chez un joueur qu'une autre? Oui, c'est beaucoup plus facile de générer des émotions positives que des émotions négatives. Plus vous essayez de générer des émotions négatives, plus le sujet de cette émotion-là doit être très serré. Serré dans le sens on doit s'appliquer et on ne peut pas le faire sur 150 personnes. Je m'explique. Vous essayez de rendre heureux 50 personnes dans une salle, en fait, vous regardez n'importe quel one-man show, quelqu'un raconte des blagues sur une scène, il va être capable relativement vite de faire rire 50 personnes. Et même, il y a un côté où si vous en avez que 48 qui rient de bon cœur, il y en a 2 qui vont rire de voir les autres rire. Donc cette façon communicative de générer des émotions, elle est plus facile que de générer par exemple la peur. Faire peur à 50 personnes dans une salle, c'est hyper compliqué. Déjà parce que je crois que tout le monde accepte de bon cœur les émotions positives. Alors que pour les émotions négatives, vous avez déjà plein de genres différents de contrats à faire avec vos joueurs. Il y en a qui vont faire le contrat très vite, d'accepter d'avoir peur parce qu'ils trouvent ça fun. C'est en gros tous ceux qui aiment les comédies d'horreur du type Scream, du type qu'est-ce qui s'est arrivé cet été-là, etc. C'est des gens qui se mettent dans l'état d'avoir peur et qui trouvent ça fun. Et donc ceux-là, c'est assez facile de les avoir. Mais vous avez aussi tous ceux qui ont plein de barrières chez eux parce que ça leur rappelle des émotions qu'ils n'ont pas envie de vivre et donc qui vont
créer une sorte de distance entre le jeu et eux pour ne pas avoir à vivre cette émotion-là. Et puis alors le pire, mais on leur en veut pas, le pire c'est les joueurs qui vont vous prouver qu'ils sont dans l'incapacité de ressentir la peur, et parce qu'ils refusent le contrat de base qui est d'accepter d'entrer dans votre monde, eh bien vous allez chaque fois, un, être déçu parce que vous n'arrivez pas à leur faire peur, et deux, eux aussi être déçus parce qu'ils ont tout fait pour ne pas avoir peur, que finalement ils n'ont pas peur, et qu'ils vont vous reprocher que le simulateur émotionnel ne fonctionne pas. Vous comprenez bien que pour ressentir une émotion, pour passer dans notre simulateur émotionnel, il faut avant tout une base, c'est de ce dont je parle depuis le début de cette vidéo, c'est une sorte de contrat avec le joueur, j'accepte que tu me fasses peur. S'il n'accepte pas, c'est terriblement difficile. Et donc, vraiment, pour répondre à votre question, les émotions positives, en principe, ce contrat, il est à peu près tacite. Dans les émotions qui font peur, le fait est que la loi, que l'environnement dans lequel on évolue, ne nous permet pas d'utiliser tous les moyens pour vous faire peur. Je ne sais pas si j'ose dire ça comme ça, mais d'une façon simple, si je vous mets un élastique au pied et puis que je vous lance d'un pont, en principe, vous allez avoir peur. Sauf que ce n'est pas tout à fait légal et honnête et acceptable de le faire comme ça. Donc c'est beaucoup plus compliqué de vous faire peur en utilisant les moyens habituels, et on a besoin que vous acceptiez, en tout cas de base, d'avoir peur pour qu'on puisse vous faire très peur. Donc il va falloir qu'on puisse construire sur votre acceptance de cette émotion-là pour vous faire encore plus d'émotions que ce que vous prévoyez d'avoir. C'est cette différence entre ce que vous étiez prêt à avoir et ce que vous vivez qui rend cette émotion vraiment très forte. Donc oui, alors la peur, l'angoisse, le dégoût, la tristesse, c'est des émotions qui sont beaucoup plus difficiles à générer que le bonheur, la réussite, le succès, qui sont des émotions en principe assez faciles. C'est pour ça qu'on travaille normalement avec les deux genres d'émotions, et puis qu'on va très rapidement, ou en tout cas d'une manière très courte, vous créez une émotion négative pour décupler l'émotion positive qui suivra. Et c'est pour ça que nos jeux, ils vous grandissent. Parce que c'est bien dans cet ordre-là qu'on le fait et pas dans un ordre inverse. Vraiment, il y a un contrat entre nous et tous les joueurs qui viennent, c'est que notre contrat, c'est de vous faire passer une bonne soirée. Et c'est parce que ce contrat existe qu'on peut générer des émotions négatives afin de vous faire passer dans des émotions très très positives juste après. Soyons honnêtes, c'est pas hyper vendeur les émotions, on préfère même parfois les éviter, non ? Dit comme ça, c'est assez juste, mais parce que vous parlez de la vie. Nous, on ne veut pas vous faire vivre les émotions de votre quotidien. Je vous rappelle, je crois que c'est dans la première vidéo, quand on définit le jeu, le jeu, il a une chose extraordinaire qui en fait un jeu, c'est qu'il n'a aucune conséquence réelle. Souvenez-vous de ce que je disais des serious games. Les serious games, ça n'existe pas. Le jeu, par essence, il vous fait vivre un négatif de votre vie. Un négatif dans le sens de la photographie, c'est-à-dire qu'il vous fait vivre l'inverse d'une situation que vous connaissez. Donc oui, vous avez raison, on n'a pas tellement envie de vivre la tristesse quand cette tristesse, elle est vraie. Quand cette tristesse, elle a des conséquences sur votre vie. Je ne veux pas parler de sujets hyper sérieux, mais le fait de perdre son travail, de perdre quelqu'un de proche, qui génère beaucoup de tristesse ou des manques, c'est des émotions que personne n'a envie de vivre. Maintenant, le fait d'avoir peur, de subir une bagarre à la sortie d'un bar quand il n'y a aucune chance que ça arrive, mais que c'est juste simulé pour vous faire imaginer ce qu'on ressent dans cette situation-là, il y a un double côté, il y a un côté de curiosité malsaine, de se dire mais comment je réagirais si ça m'arrivait, etc., etc. Et puis il y a aussi une envie d'en apprendre sur soi. Et le jeu permet d'apprendre sur soi dans un monde hyper sain. C'est-à-dire que vous n'avez aucune conséquence réelle, aucun malheur, aucune chose qui va vous arriver dans un jeu. Vous jouez juste à faire semblant que ça vous arrive. Vous savez, d'ailleurs, je m'adresse à tous ceux qui font des études de psychologie ou des études de neurosciences. Je suis persuadé qu'il y a un travail de diplôme à faire sur l'idée que plus vous jouez, moins vous êtes quelqu'un qui pourrait arriver dans des travers de la vie. C'est-à-dire que
le fait de passer dans le simulateur émotionnel et d'essayer de comprendre comment vous réagissez, comment prendre les bonnes décisions dans une situation factice, vous permet, au contact d'une situation réelle, de réagir de meilleure façon. Vous avez déjà réfléchi à cette situation, vous avez déjà imaginé différentes solutions. Peut-être même que dans ce monde où il ne vous arrivera rien, vous avez tenté une mauvaise solution et vous en avez appris les conséquences. C'est de là que découle le serious game. C'est-à-dire que partant de ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on peut entraîner les fautes dans un monde imaginaire, les gens ont cru qu'on pourrait le reproduire dans la vie réelle. Je reviens de nouveau sur le jeu de rôle dans les ressources humaines. On croit que parce qu'on met un futur directeur en tant que gérant d'une boîte de nuit dans une discussion pour un futur emploi, que la personne va vous donner des renseignements sur qui il est en vous expliquant comment il gérerait une situation factice. Et le RH, lui, il a l'impression que ça lui donne des clés pour engager cette personne-là dans la vie réelle. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, tous ces RH, et je suis désolé de le dire aussi franchement, c'est que celui qui est à la position du futur employé, il n'est pas du tout dans un monde factice où il lui arrivera rien. Toutes ces décisions et tout ce qu'il vous dit est généré par la peur de ne pas être engagé. C'est ce qui fait que le jeu ne marche pas. C'est ce qui fait que le serious game est absurde. Le contrat de jeu, le contrat de joueur n'est pas respecté. Et comme le contrat n'est pas respecté, il a le droit de mentir, il a le droit de se tromper, il a le droit de jouer à être quelqu'un qu'il n'est pas, et vous n'en verrez que du feu. C'est ce qui fait que ça ne marche pas, le jeu de rôle en sérieux. Le jeu de rôle, il a besoin pour qu'il fonctionne que vous soyez dans un monde dans lequel il ne vous arrivera rien. Et c'est très très important. Et c'est pour ça que le simulateur émotionnel, il fonctionne chez Enigma, mais il ne peut pas fonctionner lorsqu'il y a un enjeu à votre vie. C'est pas possible. Donc voilà, ça peut être un entraînement, mais ça reste quelque chose d'hyper sérieux dans le monde réel. Pas du tout chez nous. C'est ce qui fait que ces émotions-là, on a envie de les vivre. Parce que on a envie d'en apprendre plus sur soi, on a envie d'en apprendre plus sur les autres, on a envie de voir son grand-père chanter au karaoké, on a envie de faire une partie de bowling avec des amis. Voilà, c'est pour ça que la roulette russe avec un colt n'est pas un jeu, parce qu'il y a des conséquences si vous échouez. Alors que dans poker, de boire une fiole de poison parce que vous avez eu une mauvaise main vous permet d'arriver très très proche de ce que doit ressentir un homme dans cette situation, tout en sachant que vous avez beaucoup plus que le recul nécessaire pour comprendre que ça n'a aucune influence sur votre vie, si ce n'est celui de vous faire passer une bonne soirée en vivant une émotion un peu spéciale. Un simulateur, c'est plutôt technologique, donc là, votre invention, elle vaut rien à l'heure actuelle. Oui, de la même manière et par contraposé, il existe plein de technologies qui servent à rien. Donc le fait d'avoir un appareil physique, un appareil palpable, ne fait pas d'une idée une bonne idée. Par exemple, entre le disque 33 tours que j'ai connu et le DVD ou le MP3 d'aujourd'hui, il y a eu plein de technologies qui semblaient être de bonnes idées puis qui n'ont jamais fonctionné, comme le disque laser, comme les mini-disques. C'était des sortes de transitions qui ont amené le CD qui aujourd'hui, depuis les fin des années 80, a un peu pris, voilà, est quelque chose d'assez stable, mais au milieu il y a eu des technologies qui servaient à rien. Je crois que c'est pas parce qu'on a un objet physique que ça en fait une bonne idée. Et je crois que c'est pas parce qu'on a une idée qui n'a pas de résultante physique qu'elle est mauvaise. Tout l'art d'un médecin, par exemple, de pouvoir faire un diagnostic en vous posant quelques questions, il n'utilise pas de technologie particulière si ce n'est celle de son cerveau, de ses connaissances, de ses études. Ça reste quand même aujourd'hui un des meilleurs moyens de savoir si on va bien. La psychanalyse n'utilise pas d'appareil. Pour le moment, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura jamais, ça veut juste dire que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'appareil que ça n'est pas de la magie pour ceux qui ne maîtrisent pas le sujet. Voilà, nous on vous propose une certaine magie. Notre simulateur émotionnel est magique. Il se trouve que ceux qui sont derrière ce simulateur et qui travaillent avec des éléments tout à fait concrets, des éléments scientifiques, des éléments de la psychologie, des neurosciences, du théâtre, de l'interactivité. Et toutes ces connaissances-là en font un appareil technologique de savoir.
Voilà, ça n'est pas une technologie avec des 1 et des 0, c'est une technologie avec des cerveaux. C'est ça qui pose problème en fait. C'est qu'on aimerait bien pouvoir l'acheter, ce simulateur émotionnel. C'est pour ça que je peux vous en parler aussi ouvertement, parce que c'est tellement complexe qu'il faut beaucoup de connaissances. Et il faut plusieurs métiers pour réussir à faire ce qu'on fait. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas faisable, hein. Ça veut juste dire que voilà, ce n'est pas comme d'acheter un ordinateur et puis de pouvoir reproduire ce que d'autres ordinateurs font. Chez nous, il y a beaucoup de travail pour réussir à proposer le théâtre interactif qu'on propose. C'est pour ça aussi qu'il est très peu reproductible par des gens qui n'ont pas le savoir, et que ce n'est pas comme une montagne russe où une fois que vous l'avez construite, vous pouvez la construire dans 1000 lieux différents et les gens vivront les mêmes émotions ailleurs, dans un autre temps, mais avec le même appareil. Nous, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que vous devez venir chez nous pour pouvoir vivre ce simulateur émotionnel. Et puis à l'heure actuelle, on ne peut pas le vendre. En fait, ce qu'on peut vendre, c'est qu'on vienne chez vous le faire. Mais on n'a pas de boîte dans laquelle il y a un simulateur émotionnel à acheter. Et d'ailleurs, c'est bien dommage, parce que ça nous permettrait de le faire vivre partout dans le monde, et c'est un des objectifs. Mais on travaille aussi beaucoup, c'est peut-être la petite partie sérieuse, on travaille aussi beaucoup avec des partenaires, et pourquoi pas déployer ce savoir-faire, parce que c'est un véritable savoir-faire d'artisan, dans d'autres lieux, dans d'autres langues, dans d'autres cultures, selon les jeux, selon les ambiances. Et ouais, on y travaille. Mais moi, je pense que c'est très impressionnant à voir en œuvre. Donc, je peux que vous inviter à venir le faire. Et vous vous rendrez compte que votre question est relativement stupide. On voit traîner un autre slogan sur votre site. Il y a un avant et un après Enigma. Donc vous pensez vraiment changer la vie des gens en une soirée ? Ah mais j'en suis plus que convaincu. J'en suis plus que convaincu parce que aujourd'hui on a fait quoi ? On a travaillé sur 15 jeux. On fait participer environ 18 000 personnes à nos activités chaque année. Ça fait 4 ans qu'on existe. Ça fait quand même beaucoup de monde qui est passé entre nos mains. On a relativement peu de personnes qui partent totalement indifférentes. On a pour un très très petit pourcentage des gens qui n'ont pas réussi à entrer complètement dans le jeu. Et quand je vous dis très peu de personnes, je pense à 3. Vous voyez, sur 72 000 personnes, 3 personnes, c'est pas grand-chose. Mais ça arrive. Et je suis honnête avec vous, il y a des gens qui n'arrivent pas à accepter le contrat de base, et donc ça crée un échec. Voilà. Maintenant, sur les 72 000 moins 3 personnes qui restent, on n'a que des gens qui nous rappellent, qui nous écrivent, qui reviennent jouer, qu'on recroise. Il y a une sorte de communauté qui se fédère autour de ce simulateur émotionnel, et on sent bien qu'il y a des jeux qui marquent plus que d'autres. Mais même quand ça marque peu, ça génère un souvenir qui est tellement impérissable que moi je croise des gens, je ne sais même pas leur prénom, mais je connais leur rôle, je les appelle Peter Pan, je dis bonjour monsieur l'avocat, je dis bonjour monsieur le peintre, enfin c'est assez étonnant, ils viennent vous parler et ils repassent pour une seconde le temps de vous saluer dans le personnage qu'ils avaient il y a 2 ans, simplement parce que c'est tellement inoubliable ce qu'ils ont vécu. Donc il faut juste faire la part des choses, c'est-à-dire que il y a effectivement un avant et un après, parce que vous avez appris quelque chose sur vous. Maintenant, ça ne veut pas dire que votre vie elle a été tellement modifiée que vous aimiez le bleu avant de venir chez nous, puis que vous repartez, votre couleur préférée c'est le rouge, que vous étiez quelqu'un de plutôt pauvre intellectuellement et puis que vous êtes ressorti hyper intelligent, ou que vous aviez peu d'instruction et que vous êtes sorti savant. C'est pas ça qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est qu'on a réveillé un souvenir. C'est de l'ordre de la petite Madeleine de Proust. Vous avez dans un biscuit tellement de souvenirs et tellement épais que ça modifie votre perception de la vie de demain parce que ça a réveillé une émotion très forte en vous. Voilà, c'est la seule chose qu'on fait, c'est tout simple. C'est tout simple au niveau de celui qui le vit. Mais oui, il y a vraiment un après. C'est l'entière satisfaction que me donne ce théâtre interactif qu'on vous propose. C'est le fait que vous puissiez, vous tout seul, sans nous en parler, vivre quelque chose qui change un petit peu votre perception de la vie de demain. Et si on a pu en plus rendre cette perception meilleure, alors le contrat il est plus que rempli. Et c'est pour ça que les gens y reviennent.